Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vidéo et de vidéo marketing, pas uniquement de vidéos tuto, pas uniquement de pages de vente, mais de vidéos en général. En fait, j'ai eu le plaisir de répondre à une interview de Popcorn Vidéo Marketing, popcornvideo.fr. Et en fait, l'auteur du site a interrogé une trentaine d'experts qui ont donné quelques raisons de se mettre à la vidéo et pourquoi c'est super important en 2018. Alors moi, dans ces 30 experts, j'en ai sélectionné à peu près 9, plus moi, bien sûr, ça fera 10. 10 en fait avec des conseils intéressants que je vous conseille en fait de suivre. Alors le premier en fait que j'ai sélectionné, c'est Patrick Duo. Alors Patrick Duo, hop, il est ici. Voilà, donc Patrick Duhaut, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il a dit, c'est tout simplement que sur le web, il faut grosso modo une minute pour lire 250 mots. Donc en fait, grâce à ça, Google il sait par rapport à la moyenne de lecture, ces fameuses une minute pour 250 mots, si votre texte est intéressant ou pas, parce qu'il passe plus ou moins de temps. Pour la vidéo, c'est pareil. Il est essentiel en fait de respecter les standards du web, enfin les standards en fait que Google met pour savoir si la vidéo est intéressante. Donc en fait, pour cela, ce qui est super important, c'est de casser le rythme de la vidéo en mettant des petits arrêts, des pauses, mettant une petite animation, des choses comme ça. C'est ce qu'on voit beaucoup en fait dans les vidéos américaines, Tara Hunt, j'en parlerai tout à l'heure. C'est également ce qu'on voit beaucoup dans pas mal de vidéos qui sont faites avec les youtubeurs. Si vous regardez une vidéo de Norman, vous verrez que le rythme est cassé régulièrement pour vous redonner de l'attention, des choses comme ça. Moi en fait, si vous me suivez, c'est que vous voyez que mes vidéos sont pas du tout faites comme ça. C'est des longs tutos et parfois c'est vrai que c'est un petit peu long, un petit peu chiant. Je reconnais, moi j'aime bien rentrer dans le détail, j'aime bien raconter plein de trucs. Après c'est mon style, mais c'est vrai que si vous voulez capter l'attention, il faut faire comme ça, casser un rythme. Et c'est pour ça que dans mes articles de blog, si vous allez sur Conseil Marketing, voilà, vous allez voir en fait que souvent dans mes articles à moi, il y a un truc qui est hyper régulier, c'est qu'en fait je mets des images et des images en fait qui permettent de casser le rythme de lecture. C'est-à-dire qu'en fait on va pas juste en fait avoir un putain d'article qui fait 2000 mots et puis voilà. Non, en fait on va avoir un article et puis tous les 3 4 lignes, 5 lignes, 7 lignes, il y a une petite illustration, un petit truc. Donc ça en fait c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de maintenir le rythme et l'attention. Voilà. Même si le texte est chiant, un joli petit dessin peut être intéressant. Patrick Dio aussi a dit un truc intéressant, c'est-à-dire que le dessin animé est un petit plus par rapport aux interviews, aux webconférences, aux témoignages clients, aux démos produits, parce qu'en fait ça permet de voir de manière un peu ludique, un peu sympa ce qu'on peut faire en fait sur un produit. Si vous regardez en fait moi ce que j'ai fait, je l'ai fait pour à l'époque quand je travaillais chez FICI, je l'ai fait également chez Eloquent qui est un éditeur de logiciels d'enquête de satisfaction et de centre d'appel et de chatbot. Et en fait, vous voyez, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle l'application Cockpit. Je l'ai réalisée avec GoAnimate. Et c'est vrai que c'est vachement sympa d'avoir une petite vidéo comme ça. Et ça donne vraiment un côté un petit peu fun, un petit côté nouveau à votre vidéo. L'autre témoignage que j'ai bien aimé, c'est Olivier Dufez. Donc, bon, on connaît bien, hein, ça fait des années qu'il est là depuis 2003, donc 15 ans, waouh! Donc Olivier a eu encore, comme d'habitude, un point de vue intéressant. Il, il dit une chose, il dit ça fait plus de 20 ans que je rédige pour le web et je suis persuadé d'une chose, c'est qu'une bonne partie des internautes sont trop feignants pour tout lire. Et ça, je suis 100% d'accord avec eux et avec lui, parce qu'en fait, tout simplement, on voit bien, les internautes ne disent pas, il y a trop de texte. Des fois, ils me disent, ouais, tes articles sont bien, mais c'est vachement long, hein. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas raconter des trucs intéressants en 3 lignes, ou alors tu fais de la poésie, ou alors tu rentres pas dans les détails, ou alors tu fais tu réponds de manière partielle au sujet. Donc en fait, voilà, moi mon parti pris, et là aussi dans cette interview c'est ça, c'est que moi j'essaye d'aller au fond des choses et donner des vrais conseils et pas juste faire un truc qui dure 30 secondes. Donc ok, oui, ça c'est un vrai fait. Les gens ils aiment pas lire. Bon, ok, très bien, ils aiment pas non plus regarder les longues vidéos, mais la courte vidéo, la vidéo bien faite, va leur permettre en fait d'avoir un contenu qui est beaucoup plus digeste. Si vous regardez les youtubeurs, encore une fois, c'est des vidéos qui sont relativement courtes avec un cadencement et un montage qui est vachement important. Donc en fait la vidéo est comme ça beaucoup plus digeste. Et puis si vous regardez sur tous les vidéos, un petit peu les formats Facebook, vous verrez c'est l'espèce de truc qu'on regarde allez, en 1 minute, 2 minutes maximum. C'est la recette de cuisine qui se fait en un clin d'œil sous vos yeux. C'est l'innovation un petit peu originale. C'est l'astuce un peu sympa, etc. Donc en fait, les gens aiment bien ce genre de contenu un peu snackable, comme on dit,
c'est du contenu fast-food et c'est vrai que c'est important de s'y mettre. Donc en fait, lui il distingue trois types de vidéos. Les vidéos de moins de 5 minutes pour répondre à une question. Voilà, vous voulez savoir, par exemple, mon site a été déréférencé, comment je peux vérifier. La vidéo de 5 à 10 minutes où on fait plutôt une démo produit, où on présente un service. Et ce qui est plus de 10 minutes où là, à ce moment-là, on parle d'un web séminaire, on donne une conférence, on apporte de la valeur ajoutée. Donc pour lui, en fait, il y a vraiment trois formats. Bon, moi, je rajouterais quand même qu'il y a des formats beaucoup plus courts sur Facebook en particulier. Mais c'est vrai que c'est trois formats qu'on retrouve à peu près tout le temps. J'aimais bien également un autre avis, c'était celui de Jonathan Habert. Donc Jonathan Habert a dit en fait un truc intéressant en disant que Google va commencer à mettre en avant de plus en plus des vidéos comment faire parce que ben, comme le disait Olivier, les gens sont feignants et en fait le vidéo tuto comment faire, enfin le vidéo tuto comment faire va bientôt remplacer tout simplement l'article de 3 km de long comment faire. Donc en fait les deux sont vraiment intéressants et je pense que ça peut être complémentaire de proposer les deux. Bien entendu, il rappelle également qu'il faut soigner tout ce qui est titre, tag, vue, like et commentaires à chaque fois, ben, et si vous aimez cette vidéo ou cet enregistrement, faites un petit pouce bleu et puis mettez un commentaire. Bon voilà, vous connaissez tous le truc. Je vais pas encore le redire 50 000 fois. Si vous regardez encore les vidéos des youtubeurs, vous direz si tu aimes si tu aimes ma chaîne, mets un petit pouce bleu. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, une petite astuce, hein, vous pouvez en fait avec un petit bout de script sur YouTube, vous pouvez taper sur mon blog hein, comment avoir un bouton pour automatiquement inciter les gens à s'abonner. C'est-à-dire que vous mettez une URL d'abonnement voilà, sur votre site internet comme sur Conseil Marketing, vous regardez sur la barre de droite, il y a les boutons pour aller sur mon compte LinkedIn, Twitter, etc. Et en fait, quand vous tapez le nom de votre chaîne et vous faites un point d'interrogation sub underscore confirmation est égal à 1, en fait, les gens qui vont cliquer dessus, et bien en fait, s'ils ne sont pas abonnés, on va leur proposer de s'abonner avec une petite pop-up. Et donc en fait, tac, voilà, les gens sont automatiquement abonnés. Donc moi, je suis déjà abonné de ma propre chaîne, donc ça ne marchera pas. Mais ça, c'est un petit truc que vous pouvez mettre sur votre site web pour essayer de récupérer des personnes en plus. Voilà. J'aimais bien également un autre témoignage d'Eric Huertas qui est assez intéressant, qui dit en fait que bah, les vidéos de moins de 10 minutes sont vraiment intéressantes. Alors qu'est-ce qu'il disait exactement? Enfin, je retrouve ça parce que j'ai vu un truc. Ouais. La durée de contenu d'une vidéo de moins de 10 minutes. Donc une moyenne de 3 minutes est recommandée, voilà, pour moins d'une minute pour Facebook, c'est ce qu'il disait un petit peu. On retrouve un petit peu ces différents formats, hein, 10 minutes, 3 minutes, 1 minute pour Facebook. Il recommande également de faire du direct, c'est un des rares qui en a parlé, à part moi. Et c'est vrai que le direct est un moyen de faire de la liaison avec sa communauté. Donc encore une fois, soigner le titre, les tags et les sous-titres. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont parlé des sous-titres, en particulier en fait sur Facebook, parce que les gens bah, ne regardent pas forcément les vidéos avec le son, et donc forcément mettre un sous-titre, ça permet en fait d'avoir de la visibilité. Alors c'est un peu plus de boulot, un peu plus de taf. Moi je le fais pas personnellement pour mes vidéos longues, je le fais pour mes mini-vidéos, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Et il rappelle en fait que il y a des outils de Google, la vidéo payante sur YouTube, qui est super efficace pour faire du branding. Si vous êtes une marque qui n'est pas du tout connue, par exemple, voilà, vous venez d'ouvrir un site e-commerce de matelas. Pour l'instant, bon, ok, il y a quelques leaders qui existent sur le secteur, mais il n'y a pas vraiment de gros trucs. En faisant de la publicité sur YouTube, vous allez pouvoir en fait faire du branding parce qu'en fait, vous ne payez pas si le client reste juste 2-3 secondes sur la vidéo. Vous allez pouvoir cibler aussi de manière intéressante, vous allez pouvoir faire du storytelling, etc. Donc c'est vrai que la vidéo YouTube est vraiment intéressante. On peut après également faire du retargeting et des choses comme ça. J'ai bien aimé aussi mon confrère Nicolas Laruelle de Kim Communication qui a dit, bah, qui a fait une très courte interview, mais en fait qui a rappelé une chose, c'est que il a réussi à tripler son taux de conversion grâce à une vidéo, enfin deux vidéos, une vidéo d'une interview de lui où il explique un peu sa personnalité, etc., etc., et une vidéo de dessin animé, encore une fois, qui permet de donner plus de crédibilité. La vidéo interview c'est pour humaniser, la vidéo en fait dessin animé c'est pour un petit peu avoir un côté fun, original, etc. Voilà. J'ai bien aimé également Olivier Lambert qui a raconté en fait un truc qui était assez intéressant.
Pour lui, en fait, il rappelle que la vidéo doit être captivante parce que, tout simplement, c'est un peu comme dans un article, on aime bien scanner, sauf qu'en fait, sur le web, on peut pas scanner parce qu'en fait, en vidéo sur le web, ben, on est obligé d'attendre la fin de cette putain de vidéo. Là, par exemple, ben, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous dites, bon, ok, ben, est-ce que je zappe ou pas? Et c'est un peu comme, si vous vous souvenez, Ardisson, ne zappez pas ou je tue le chien, c'est l'audimat. Et ben en fait c'est la même chose exactement. Il faut maintenir l'intention du lecteur en mettant un petit peu d'émotion, des choses comme ça. Donc en fait il faut voilà essayer de rendre sa vidéo intéressante. Moi je fais généralement pas de coupure dans mes vidéos. Vous voyez c'est tout le temps du live, des fois je bafouille, des fois je fais comme ça. Mais le rythme est assez fort, le rythme est assez élevé, même si c'est assez monocorde et puis voilà bon bah je mets pas de vidéo, pas de truc machin. Et ben en fait le fait d'avoir un truc avec de la passion, vous voyez là ici je mets de la passion, je mets un truc je mets des petites insultes, des choses comme ça, putain de merde, et ben tout simplement ça permet de remettre un peu d'émotion dans la vidéo et vous donner envie de continuer et de pas zapper. Donc ne zappez pas. Et mettez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, je sais pas si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Olivier parle également du format podcast. Moi, je suis un fan de plus en plus parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens en fait qui me disaient waouh, j'adore ton podcast. Alors que bon, le podcast, ben, c'est pas des milliers, des milliers de vues par rapport à mon blog et tout ça. Et pourtant, en fait, le podcast, bah, moi, il me permet d'avoir une liaison avec mes lecteurs. Ils aiment bien m'entendre dans leurs oreilles, dans leur bagnole ou dans leur smartphone. Et c'est vrai que mes formats qui sont longs sont vraiment adaptés aussi au podcast parce que le podcast, on est avec quelqu'un qui est dans les transports. Donc bon courage à vous si vous êtes dans votre voiture ou votre RER ou votre métro pour aller au taf. C'est un format où je suis à côté de vous, je vous parle dans le creux de l'oreille et c'est vrai que c'est assez sympa et c'est vrai que les gens s'en parlent. Euh, la vidéo également, c'est vrai que Olivier le dit, ça permet de créer d'une émotion. Créer une émotion et s'identifier à une personne. C'est vrai que tous les youtubeurs, en fait, on le voit bien, youtubeurs ou vendeurs de vidéos sur internet, hein, je parlais des David Laroche, Antoine BM et compagnie, tous ces gens-là, ben, ils permettent en fait de faire rêver un peu les gens. Parfois, en fait, c'est un rêve qui je trouve est un peu, c'est un peu de la déception parce que bah, ils promettent beaucoup de choses et puis après derrière il y a un contenu qui est un peu foireux quand on achète des formations vidéo par rapport à des vrais trucs. Mais bon, voilà, les gens ils achètent du rêve, ils veulent acheter du rêve et c'est vrai que la vidéo permet comme ça de créer une connexion. Moi ce que j'aime pas c'est le too much de certains qui montrent voilà leur villa, leur bagnole, leur machin. Et c'est un petit peu un décor un peu biaisé, un décor carton-pâte selon moi. Mais en tout cas, bon, il faut savoir que ça marche en montrant une vidéo, en faisant rêver, en permettant à une personne de s'identifier. Et en fait, voilà, c'est important comme ça, de créer une connexion, une émotion avec quelqu'un qui va arriver à quelque chose. Il rappelle aussi un truc qui est important, hein, c'est que ben, quand tu as suivi un tuto de 45 minutes comme les miens ou 3 heures dans certains cas, ben, finalement, après avoir eu dans les oreilles une heure d'une personne, bah, finalement il se souvient de toi, tu as une connexion qui est vachement importante. C'est pour ça aussi que mes podcasts, bah, ça plaît parce que je vous donne des trucs, j'espère que je vous donne des trucs intéressants. Voilà. Et Olivier Lambert rappelle aussi que la vidéo c'est pas tout, et il faut savoir mixer en fait tout ce qui est vidéo et texte traditionnel parce que faire tout vidéo c'est bien, mais faut pas faire non plus que 100% du vidéo. Par exemple, moi je me souviens de pas mal de gens, comme par exemple Jean de Web Marketing Junkie, Jean Rivière ou Jean Schmitt pour ceux qui le connaissaient d'avant. En fait, lui, il avait dit, ok, j'abandonne la vidéo et puis je fais que du podcast. Et finalement, il est revenu. Je crois qu'il y avait Antoine BM aussi qui a fait la même chose. Bref, le fait de se dire, j'abandonne un format pour mettre un autre, ça sert à rien. C'est pareil, les gens qui me disent, moi, je fais que de la vidéo et puis j'ai pas de site internet. Je dis, mais attends, mais ton site web, c'est là en fait que tu vas mettre tes pages de capture, tes pages de vente, etc. Donc c'est important d'avoir les deux. Donc pour moi, en fait, l'article, le podcast et la vidéo sont complémentaires. J'ai bien aimé également Rudy, hein, Rudy Viard, Web Marketing Conseil, qui explique en fait que la vidéo doit susciter des émotions parce qu'en fait les émotions c'est ce qui va permettre de déclencher les achats, etc. La vidéo lui également il considère ça comme un outil qui permet de préqualifier les gens parce que tout simplement c'est vrai que sur Facebook etc on peut euh, cibler les gens qui ont par exemple regardé plus de 50% de la vidéo et on se dit que ces gens là qui ont regardé 50% de la vidéo sont intéressés. Donc voilà, ouais, en cela il a tout à fait raison. J'ai bien aimé également mon interview, mais je vous la ferai à la fin, hein. J'ai bien aimé
l'intervention de Franck Confino. Donc en fait, Franck Confino a dit un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il faut pas faire comme à la télé. Il y a plein de gens en fait qui commencent à se dire, bah, je vais faire de la vidéo, puis ils se lancent dans la vidéo comme TF1, avec bah, un jingle, une présentation super clean, un sous-titre, un machin, etc., etc. Non, le web en fait c'est vraiment différent et c'est vrai que moi j'ai fait des vidéos, hein. Si vous regardez sur mon compte YouTube, voilà, on va aller sur ma chaîne tout de suite, j'ai fait certaines vidéos qui étaient vraiment d'un look vraiment parfait. J'ai été chez MLG, McDonald's Gâteau, et en fait on a fait des mini vidéos, des capsules, c'était de format, je crois que c'était 30 secondes ou un truc comme ça, avec un écran fond vert, avec moi qui répétais un speech sur prompteur. Enfin bon, si vous regardez sur ma chaîne, vous verrez, je crois que c'est une minute pour faire je sais plus quoi, je sais plus ce que c'était. En fait, c'était vraiment une série de vidéos, j'en ai fait une petite dizaine, voilà, c'était un truc de ouf, voilà, vous regardez, c'était il y a 2 ans, c'était vraiment des petites vidéos qui duraient 2 minutes maxi, des petites capsules, et c'est vrai que la vidéo était vraiment clean, il y avait un jingle, un machin, un bidule, et bon, bah, ces vidéos-là, elles ont fait quoi? Elles ont fait 20, 30, 40, 50 vues, quoi, c'est pas vraiment pas dément, et c'est vrai que limiter, et c'est encore ce que je disais d'habitude, limiter à 2 minutes un format qui est vraiment pertinent, je trouve que moi c'est hyper compliqué, quoi. Moi, quand j'essaye de faire un truc qui apporte de la valeur. Et en 1 minute 30 max, c'est trop compliqué. Enfin, sauf ça dépend ce qu'on veut faire. J'ai des vidéos aussi qui expliquent bah, comment, qu'est-ce que le growth hacking en 30 secondes et ça marche aussi bien parce que je me mets à l'essentiel. Donc, il faut savoir un petit peu trouver les bonnes mesures entre les deux. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il fallait retenir, c'est que Franck disait, et à juste titre, faut pas essayer de refaire de la télé. Il faut essayer de faire des vidéos certes très clean, mais aussi des vidéos à l'arraché. Ça, je vous dirai juste après pourquoi. Donc après, il dit, voilà, la vidéo, c'est un petit peu comme disait Patrick Lelay, il y a du temps de cerveau disponible, il faut ne pas lâcher les gens, il faut les intéresser. Lui, il parle d'une minute 30 max, moi je suis pas d'accord, on peut intéresser les gens en plus ou moins de temps, il suffit d'avoir le bon format, le bon discours, etc. Donc après, pas de langue de bois. Là, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est si vous faites des vidéos qui sont vraiment trop aseptisées, qui sont dans le bon goût, parce que on raconte toujours les trucs comme tout le monde, etc., etc. Il n'y a pas d'émotion. Bah là, en fait, vous n'allez pas réussir parce qu'en fait, c'est pas en faisant comme tout le monde que vous allez vous distinguer. Il y a tellement de vidéos, tellement de contenu que vous n'allez pas déclencher de l'émotion, que vous n'allez pas vous différencier, etc. Bon, après, il indique qu'il faut être concis. Bon, ok, d'accord, je suis d'accord avec lui. Il faut être concis. Moi, j'ai un peu de tendance à délayer la sauce, mais bon, c'est un petit peu ma spécialité. Les sous-titres, comme il explique, hein, 90% des vidéos vues sur Facebook sont sans son, donc il faut mettre un petit sous-titre. Le dernier point qu'il indique, c'est ne faites pas de jingle, de jingle d'entrée, etc. Voilà, il vaut mieux en fait aller directement au sujet et ne pas prendre plus d'une minute pour expliquer le contexte, autrement vous allez perdre les gens. Voilà, généralement il faut 30 secondes. Au bout de 30 secondes, la personne doit avoir directement ce qu'ils appellent un hook, c'est-à-dire en fait un crochet qui permet d'accrocher l'internaute, c'est-à-dire qu'il faut lui donner de la valeur et tout de suite avoir de l'info. Voilà. Le dernier intervenant que moi j'ai trouvé sympa, c'était Steve Axiantos. Donc Steve Axianto a défini une méthode qui est la méthode classique en fait pour réussir une vidéo ou même une page de vente ou même un argumentaire, etc. Et c'est vraiment intéressant. En fait, son premier truc c'est ok, faut définir son persona, qui est ton client, quel est son problème ensuite. Là c'est vraiment la douleur, quelle est la douleur que vous allez soulager. Les conséquences de ne rien faire, ça c'est vraiment important parce que souvent les gens ils disent mais ouais ok d'accord mais c'est important. Pourquoi je le ferai tout de suite? Donc les conséquences, et là bien sûr on peut les augmenter ces conséquences. Ensuite on parle des émotions liées à ne rien faire, ça c'est vraiment important. Ensuite on va amener la solution qui est votre produit. Ensuite vous allez dire les bénéfices, ensuite le fonctionnement, comment ça marche, ensuite les preuves avec par exemple des témoignages, des chiffres, etc. La réponse aux objections et en fait la nouvelle situation où on arrive à la fin et à la fin le call to action pour en fait inciter la personne à commander tout de suite parce que c'est super important. Voilà. Alors, moi en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai dit dans ma partie interview. Alors pourquoi en fait moi je crois à la vidéo? Parce que pour moi la vidéo n'est plus une option, c'est véritablement une obligation. Parce qu'en fait, je le dis dans mon interview, rester en fait à faire de l'écrit,
ça serait comme en fait se limiter à un auteur qui dit maintenant mais je vais pas faire d'adaptation TV, je vais pas faire de cinéma, je vais pas faire de livre audio. Si vous imaginez Rowling qui a fait Harry Potter, qui s'était contenté en fait de faire du livre, bah, elle serait passée à côté d'une notoriété mondiale et de milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est la TV, c'est le cinéma qui ont élargi la cible. Si on reste sur le format texte, livre, et bien tout simplement on va perdre une partie du trafic. Tout le monde disait dans cette série d'interviews, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche, donc en fait la vidéo reste vraiment importante. Voilà. Le texte est important pour les dossiers de fond, pour une recherche rapide, mais c'est vrai que le vidéo est un format digeste et surtout en fait parce que Facebook, Twitter, LinkedIn mettent en avant les vidéos par rapport au texte. Et en fait tout simplement parce que les gens sont feignants et ils préfèrent regarder une petite vidéo, ils sont un peu accrochés, tandis que lire un long texte, les gens parfois ils se disent bon allez je le mets de côté, je le lirai plus tard et puis ils le relisent jamais quoi. Côté marketing aussi parce que on peut gagner aussi sa vie avec la vidéo, hein. On n'est pas obligé d'avoir un blog maintenant, on peut avoir une page internet, une page de vente et puis après une chaîne. En fait, ces gens-là, en fait, ils mettent beaucoup d'émotions, ils apportent de la valeur, de l'explication, ils font un petit peu miroiter des trucs. Et ça, en fait, on le montre beaucoup plus avec de la vidéo qu'avec un texte. Si je vous dis, ben voilà, vivez la vie de vos rêves, je suis sur une plage aux Caraïbes. Si je vous l'écris en fait au format texte avec une photo, vous direz ah ouais, ouais, ok, d'accord. Si par contre, bah, je vous montre la plage et je vous dis, bah attendez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me baigner ou est-ce que je vais faire une petite balade en bateau? Tiens, je vais me prendre une petite caipirinha au soleil. Alors quand vous avez quelqu'un qui est en face de son ordi, qui fait 5 degrés, qui pleut à Paris et que bah, il y a des grèves de la SNCF, là, le mec il dit, oh putain, j'aimerais bien être comme lui. Et donc forcément, là, vous allez marquer des points en vidéo par rapport à du texte. Donc j'explique également que dans une landing page idéale, il y a toujours une vidéo, parce qu'en fait la vidéo permet de faire passer un message beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste. Et dans le modèle de landing page que moi j'ai défini dans je suis un éditeur de logiciel, en fait souvent en fait il y a la petite vidéo qui se lance automatiquement en haut à gauche, ensuite il y a le logo, les bénéfices, et ensuite le call to action, les solutions, les fonctions, les témoignages clients, le visuel du produit, le call to action et un petit bonus pour ceux qui ne veulent pas commander. Voilà. Donc je rappelle aussi qu'on ne fait pas de la vidéo que pour faire de la vidéo. Il faut une stratégie derrière et penser à la conversion. J'ai donné un exemple en fait de Christian Mingret de Vidéo Tutoriel, qui est spécialiste de la vidéo et de former les formateurs. Il m'avait rappelé en fait un cas. Lui en fait il faisait beaucoup de vidéos par exemple pour les entreprises pour aider les commerciaux à vendre les produits, à répondre aux questions les plus courantes. Et bien en fait il m'avait expliqué que il avait mis en place des vidéos pour une équipe de commerciaux et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Avec ces vidéos qu'il avait mis en place pour les commerciaux, en fait, les ventes avaient diminué. Comment ça se fait que les ventes avaient diminué? Tout simplement parce que le commercial, au lieu d'expliquer et faire son discours, dire mais regardez, c'est sur la tablette et il montrait des vidéos sans rien faire. La vidéo ne doit pas être ça. La vidéo doit être en fait un complément qui vient de soutenir un discours. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la vidéo. La vidéo doit s'utiliser de manière intelligente avec une vraie stratégie. Après, en fait, je rappelle qu'il y a plusieurs formats selon le canal et l'objectif. Alors, moi, en fait, je reviens sur les principaux types de vidéos. Alors, il y a la première vidéo, c'est à l'arrache. Des vidéos, ce que j'appelle à l'arrache, c'est des vidéos souvent en live, comme un petit peu ce podcast, hein. C'est pris parfois avec un smartphone, avec ou sans perche selfie. Moi, j'utilise une perche selfie pour me filmer dans la rue, mais je le fais également parfois juste à bout de bras. On peut également prendre un PC et tout simplement filmer avec son portable et faire un Facebook Live. Moi, ça m'arrive tout le temps en temps de faire un petit Facebook Live en disant hey, coucou, j'aimerais bien faire un truc, je lance un concours, je fais ceci ou cela, montrer les coulisses d'une boîte, humaniser une marque, lancer une promo, faire partager un moment, donner des conseils rapides. Vous êtes entre deux rendez-vous, vous prenez votre téléphone, vous dites tiens, aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, cela. Donc l'enregistrement se fait dans des conditions non optimales, dans la rue au bureau, mais en fait, le cœur de la vidéo, c'est la valeur ajoutée et l'émotion qu'on fait partager. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est ce que j'appelle moi la vidéo pro. La vidéo pro est tournée en fait avec un super matériel. Par exemple, moi j'utilise mon réflexe, j'utilise un pied, j'utilise une bonne lumière, j'utilise un micro, j'utilise un logiciel de montage, Adobe Premiere ou Camtasia. Moi personnellement, j'utilise Camtasia, qui permettent en fait de valoriser l'entreprise et la marque. Et en fait, c'est souvent ce que j'utilise moi pour les interviews clients parce qu'on peut pas trop faire un truc à l'arrache. Une interview client, ça doit être un peu plus préparé. Pour des présentations officielles de
produits, pour des discours ou des choses comme ça. L'autre truc en fait qui est intéressant, c'est le screencast. Le screencast en fait, il a l'objectif de montrer à l'écran. Ça peut être par exemple un web séminaire que vous allez faire en live, hein. Ça peut être en fait un tutoriel vidéo qui est filmé de votre PC ou c'est ce genre d'interview comme que je suis en train de faire, enfin, de texte en fait où on est en train de lire à l'écran et je vous fais un petit résumé quoi. Ce que j'aime bien également faire, c'est les dessins animés et animations. Moi, j'utilise par exemple GoAnimate ou Powtoon. Je les ai utilisés les deux. Leur but en fait avec ces deux logiciels, c'est d'informer, de faire comprendre de manière ludique. C'est très bien parce que ça permet de faire passer des idées, des messages beaucoup plus simplement et d'expliquer un concept en particulier si c'est un petit peu ésotérique, si c'est pas forcément évident. Au lieu de dire pendant 1000 mots, et ben en fait vous l'expliquez en quelques images vraiment impactantes et ça permet très simplement aux gens d'aller digérer de l'information. Ce qui est également intéressant, c'est le format micro-vidéo. Le format micro-vidéo, c'est en fait, ça sert à combler les moments d'ennui sur les médias sociaux. Par exemple, en fait, vous êtes au travail, vous allez sur Facebook regarder un truc, vous cherchez à aller quelque part, vous regardez, vous aimeriez bien en fait regarder une petite vidéo qui vous explique je vais aller partir en vacances ou je vais partir à tel endroit. Je suis en train d'attendre entre deux rendez-vous, je regarde vite fait un truc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder des vidéos drôles, des recettes de cuisine, des citations, etc., etc. Et en fait, ça, c'est des outils comme par exemple Crello, Adobe Spark, qui permettent en fait de se distraire avec des vidéos très simples, très courtes, moins d'une minute, ouais, on va dire une minute 30 max. Et là, en fait, c'est vrai qu'on est pas dans le tuto, on est vraiment dans le passe-temps en fait. Voilà. Et dernier point, moi ce que je note, c'est le GIF animé. Le GIF animé, c'est beaucoup utilisé dans les emailing, les articles de blog, les présentations PowerPoint, les tweets et tout ça. En fait, ça permet d'attirer l'œil. Parce qu'en fait, tout simplement, l'être humain, nativement, est un chasseur. Et le chasseur, en fait, est conçu pour repérer les choses qui bougent. Vous pourrez voir, hein, si vous regardez en fait dans une grande scène, dans un paysage ou n'importe quoi, vous allez repérer en fait ce qui bouge. Votre cerveau il est conçu pour ça. Par contre, si c'est quelque chose qui ne bouge pas, vous aurez du mal à le voir. En fait, c'est le cerveau humain qui est fait comme ça. On est fait pour chasser des proies. Et donc le GIF animé, tac, attire l'œil. Et c'est pour ça que parfois sur certains sites web, avant j'avais des GIFs animés qui qui clignotaient. Et il y avait des gens qui me disaient mais c'est pas possible avec ton site, le truc sur la droite là qui clignote, j'en peux plus au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un esprit comme ça de chasse qui est beaucoup plus évolué que les autres. Voilà. Ce que je disais moi, c'est qu'en tout cas, une entreprise doit maîtriser ses différents formats en les employant au bon moment, sur le bon média, sur le bon objectif. Moi, je recommande vraiment de ne pas se limiter à un format, en particulier la vidéo pro. Ça, je l'ai vu trop souvent, les gens qui disent, ah, mais pour la vidéo, c'est compliqué parce que je dois faire un super truc, un super format, etc. etc. Et cetera. Et ça, en fait, c'est la déformation des gens qui disent, ouais, une vidéo, c'est professionnel. Non, une PME, un freelance et tout ça aura tout intérêt à utiliser ces différents formats grâce à son smartphone, au logiciel de montage, parce qu'en fait, avec un smartphone, on peut faire aussi bien qu'une caméra. Il y a plein de gens qui disent maintenant, attends, ok, je peux faire avec. Avant, on utilisait une vraie caméra. Après, les gens ont dit, non, mais une caméra, c'est vrai que c'est bien, mais c'est uniquement quand on a besoin de compenser beaucoup, quand il y a beaucoup d'action, quand il y a de la vitesse, etc. etc. Et cetera. Et c'est vrai que la vidéo, avec un caméscope, en tout cas avec une caméra plutôt qu'un caméscope, c'est bien pour ça. La plupart maintenant des gens qui font des interviews vidéo, qui font des captations d'événements, ils n'utilisent même plus une caméra. Enfin, sauf si on veut filmer sur une scène. Mais la plupart des gens utilisent quoi? Un réflexe avec un pied et en fait et un micro. Parce qu'en fait, ça fait très très belles images, l'encombrement est minimum et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à faire. Et bien entendu, après, on peut aller même encore plus loin parce que je connais pas mal de gens maintenant, comme par exemple Linganicia de Solopreneur, qui lui utilise tout simplement en fait un smartphone. Il utilise un smartphone avec un pied et un adaptateur, et puis un écran, un micro SmartLav comme moi j'ai, qui permet avec un doubleur. Et à ce moment-là, en fait, on peut enregistrer en duo des interviews. Donc en fait, il y a vraiment pas à avoir une barrière du matos. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai écrit un article hein, où j'explique en fait le matos que j'utilise. Alors, j'utilise un matos un peu plus ancien que celui que je présente dans cet article-là, parce que à l'époque, moi, j'avais un Nikon D7000 et maintenant le Nikon c'est le D7500 qui est à peu près à 1000 euros, c'est l'équivalent, un peu plus moderne.
Donc je vais présenter des trucs un peu plus récents. Donc avec un smartphone à 350 euros, un micro-cravate à 50 euros et un mini-pied, moi je vous conseille le mini-pied 30 cm ou 50 cm max, ben, il est possible de réaliser des vidéos de très bonne qualité qui suivent largement. Donc voilà, moi je vous dis sur YouTube et Vimeo, il faut plutôt faire des vidéos longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que les gens cherchent de la valeur ajoutée et un tuto. Sur YouTube et Vimeo, les gens ils cherchent pas un petit truc qui va durer 30 secondes parce qu'ils sont pas en fait en train de se distraire entre deux rendez-vous. Les mecs qui cherchent un truc sur YouTube ou sur Vimeo, ils cherchent une réponse en vidéo à un problème. Donc en fait, on va essayer de faire une vidéo plutôt longue. C'est pour ça que Google et YouTube ont changé leur algo il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans je crois, en mettant plus en avant les vidéos longues parce qu'ils se sont rendus compte que les vidéos de plus de 10 minutes étaient beaucoup plus intéressantes parce que les gens sont là pour chercher de l'information. Par contre, sur les pages Facebook et les profils Facebook, eh ben, en fait, on va faire des trucs beaucoup plus courts. C'est vraiment du snacking. Et par contre, on peut réexploiter ces vidéos en natif. C'est-à-dire que vous avez des vidéos intéressantes, même des longues, vous les mettez sur Facebook. Moi, je le fais systématiquement. Toutes mes vidéos sont mises sur YouTube, Vimeo et Facebook. Sur LinkedIn, ben, on est contraint par le format, malheureusement, c'est 10 minutes max. Alors personnellement, je trouve que c'est trop court et je suis sûr que LinkedIn va changer, mais pour l'instant, bah là, c'est un format 10 minutes. Sur Twitter, c'est 2 minutes 30 ou 2 minutes 20 max, donc encore une fois, il faut aller prendre un petit bout qui est vraiment pertinent et garder le meilleur. Dans les statuts Instagram, Facebook, etc., bah, on peut faire des mini-vidéos très rapides et on peut faire également du live Instagram, du live Facebook, du live YouTube. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est à peu près tout. Enfin, donc le live, c'est vraiment intéressant et je vous conseille de faire. Dans Facebook Ads également, on va aller directement à l'essentiel avec du texte pour compenser l'absence de son, comme disait tout le monde. Voilà. Pour exploiter optimalement, de manière optimale ces vidéos, il faut aussi les réexploiter d'un format à l'autre. Bah, si vous me connaissez, bah, vous savez que cette vidéo que vous êtes en train d'écouter sera exploitée sur différents canaux. Par exemple, au début, je les mets sur Vimeo, sur Facebook, etc. Je les adapte souvent au format LinkedIn et Twitter. Je les découpe sur différents canaux. Par exemple, la citation d'un article de blog peut être transformée en vidéo sur Instagram et Facebook. En fait, c'est-à-dire que vous avez un article de blog, vous prenez trois quatre citations ou vous mettez deux trois trucs et vous les mettez avec Trello ou avec Adobe Spark ou avec Canva et vous les mettez en fait sous la forme d'une vidéo ou même d'un texte. Voilà. Et ensuite, ben voilà, vous faites des stories. Les stories, en fait, c'est un format qu'on retrouve beaucoup sur Instagram, qu'on retrouve beaucoup sur Facebook, etc. La story, en fait, bon, c'est vrai, c'est intéressant de le mettre parce qu'en fait, c'est relativement lu, parce que Facebook le met beaucoup en avant. Moi, personnellement, je trouve que le format est un peu bâtard. J'ai du mal à m'y mettre, mais bon, il y a du trafic, donc pourquoi s'en priver? Il faut aller dessus, quoi. Et dernier point, le podcast, comme je vous disais, moi j'aime bien le podcast parce que ça permet vraiment de créer une liaison avec vous hein, qui m'écoutez. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, parce que surtout je suis un bavard, j'aime bien raconter des trucs et tout ça quoi. Donc une vidéo permet d'obtenir beaucoup de contenu. Par exemple, cet article-là, ça peut être fait un article de blog qui est ensuite transformé en screencast, qui est publié sur YouTube, qui est publié sur Vimeo, qui est publié sur mon SoundCloud, qui est publié sur iTunes, qui est publié sur Facebook, etc., etc. Voilà. Après, bon, voilà, je vous donnais quelques petites astuces parce que tourner des vidéos ne suffit pas. En fait, c'est comme écrire un contenu texte. Si on pense pas au SEO, ben, ça sert à rien. Il faut en faire la promotion et optimiser la visibilité. Donc, la première chose, en fait, c'est important, c'est faire du volume. C'est simple, il y a beaucoup de concurrence sur les vidéos. Faire de belles vidéos, ça suffit pas. Si vous faites une seule vidéo, à moins que ce soit une vidéo de buzz, et ben en fait, vous n'aurez pas de visibilité. Donc, comme pour le référencement, il faut se positionner sur des mots-clés et rechercher par sa cible. Par exemple, on peut également se faire aussi un challenge. Ça, c'est également très sympa à faire. C'est par exemple se dire voilà, je fais un défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ça permet de se motiver à produire des vidéos dans la durée. Moi, personnellement, c'est une vidéo par semaine que j'utilise après sur mon podcast, etc., etc. Donc une vidéo par semaine, c'est pas énorme, mais ça me sert en fait à avoir un rythme régulier. Par exemple là, on est dimanche soir, il est minuit une, je m'étais dit bah tiens, faut que je fasse ma vidéo de la semaine, et voilà, je l'ai faite quasiment. Donc faites des lives également hein, lors de salons, soirées, etc. ou de moments calmes, au bureau le matin. Faites un petit live, mettez un petit peu d'intimité, d'émotion, etc.
Donc ajoutez des mots-clés dans vos vidéos et le titre, hein, c'est vraiment important. Vous pouvez utiliser SEMrush, Google Ad Planner, Infinite Suggest qui vous permettent de trouver des bons mots-clés. Voilà. Également, une petite astuce que j'utilise régulièrement, c'est dans les mots-clés de votre vidéo sur YouTube, tapez exactement le titre de la vidéo la plus vue dans cette thématique. Par exemple, voilà, on fait une thématique qui s'appelle, je sais pas, on va parler ici de réussir sa vidéo YouTube. Donc après, je vais taper dans YouTube réussir sa vidéo YouTube. Et en fait, je vais regarder quelles vidéos vont sortir et je vais copier-coller le titre exact de la vidéo qui ressort en premier avec le plus de trafic dans les mots-clés. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce truc-là? C'est très simple, puisqu'en fait, l'algorithme de Google est assez intelligent, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va proposer à la suite une vidéo en suggestion, et bien souvent il va s'inspirer des vidéos qui ont dans les mots-clés le même titre. C'est-à-dire que si ben, les gens regardent la vidéo la plus vue, si moi je l'ai mis dans mes mots-clés le titre de la vidéo la plus vue, ben, il se dit ah mais tiens peut-être que cette vidéo ça parle du même sujet, ben, je vais peut-être la proposer à lire derrière pour les lecteurs qui ont vu la vidéo la plus vue. Voilà. Donc en fait c'est simple, hein, on va essayer d'aller capter du trafic des grosses vidéos. Je disais également, il faut donner des sentiments tranchés, apporter de la valeur ajoutée, tirer de son expérience. Il ne faut pas faire trop lisse, trop corporate. C'est vraiment important d'avoir un style, un positionnement. J'aime beaucoup en fait les vidéos de Tara Hunt. Tara Hunt qui est une marketeuse américaine. Elle a un parti pris qui est assez intéressant. C'est en fait de faire de l'infotainment. L'infotainment, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait avoir une vidéo certes avec de la valeur ajoutée, mais en fait elle met en fait des petits clips vidéo régulièrement, elle met des petites animations, c'est des vidéos en fait qui sont relativement travaillées et c'est vrai que ça change un petit peu de ce que l'on voit en fait dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple là dans cette vidéo qu'elle est en train de produire, elle, elle montre en fait un petit extrait de Bob l'éponge. Donc je sais pas si vous voyez le truc, donc voilà. Il faut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parler des tabous, parler de son expérience. Par exemple, en fait, il y en a un qui a cartonné à mort. C'est Chris, hein, qui est un YouTuber qui était totalement inconnu, qui faisait des petites vidéos sur les trucs à la con, les trucs de Chris, hein. C'était, bah voilà, comment faire pourquoi en fait il pleut, enfin des trucs comme ça. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo qui s'appelait Les revenus des YouTubers. Et en fait, bah, sa première vidéo a fait 1 million de vues. Enfin là, la deuxième vidéo a fait 1 million de vues. En fait, il était inconnu. Et maintenant, il a un salarié, il a une boîte et tout ça. Tout simplement parce que bah, il a fait un sujet un peu tabou. C'est bah, combien gagne un YouTuber et ensuite combien il gagne en résultat net. Voilà. Donc après, bah, ça fait décoller sa chaîne. C'est grâce à ça en fait qu'il a explosé. Autrement, avant, bah, qu'est-ce que tu veux, c'était un YouTuber comme les autres qui était dans sa chambre et qui faisait pas grand-chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait son truc là et boum, il a explosé le score. Voilà. Donc, bah, je sais plus maintenant, je sais pas combien de vidéos il fait, mais voilà, c'est un mec qui a su mettre les pieds dans le plat et parler de sujets qui intéressent tout le monde et qui fâchent un petit peu. Voilà, obtenir plus de visibilité grâce au carrefour d'audience, ça c'est également important hein, parce que on sait très bien que euh, si vous faites une vidéo et qu'elle n'est pas partagée, qu'elle n'est pas vue, ça sert à rien. Donc en fait, la vidéo, vous devez la valoriser comme je disais grâce aux mots-clés pour être trouvée de manière naturelle, mais également aller chercher du trafic là où il est. Et les influenceurs sont un excellent moyen. Par exemple, là, cette série d'interviews là, avec 30 personnes interviewées, c'est typiquement le cas. Qu'est-ce qu'a fait Popcorn Vidéo? Et bien tout simplement, il a été voir 30 personnes et puis il espère que ces 30 personnes vont partager auprès de leur communauté cet article et qu'ils fassent un beau podcast comme je le fais il y a 2 secondes, quoi. Donc voilà. Donc après, vous mentionnez les gens dans vos vidéos, vous les taguez sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Moi, c'est ce que je vais faire, hein. J'ai parlé d'Olivier Dufez et compagnie. Et ben, je vais les taguer quand je vais mettre en place cette vidéo, quoi. Donc ensuite le dernier point, c'est le dernier qui est important de retenir, c'est penser à la conversion quoi. Parce que une vidéo en ligne, ok c'est top, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Par exemple, vous pouvez mettre en place un tunnel de vente en proposant un bonus en disant à la fin, bah voilà, vous avez le guide complet pour réussir vos vidéos. Utilisez les moyens mis à votre disposition sur les plateformes pour récupérer votre trafic, hein. Par exemple sur YouTube, c'est les fiches, les URL affichées à la fin et tout ça. Vous pouvez mettre un petit call to action en vidéo, etc., etc.
Donc inciter les gens à liker, partager, hein, j'ai déjà dit 3 fois, mettre un petit peu plus vers le haut si vous voulez, si vous aimez la chaîne et si vous aimez tout, ce que je vous dis. N'hésitez pas à partager d'ailleurs à vos amis sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Moi j'en serais vraiment content parce que... Et mentionnez-moi, tiens, ça me ferait plaisir de savoir qui suite à cette vidéo là à relayer cette vidéo. Ça me ferait un peu rire de voir est-ce que vous êtes déjà allé au bout de cette vidéo, parce qu'en fait c'est pas évident d'aller dans ce long discours, que je vous prenne autant de temps dans cette journée-là, et puis de voir un peu si ça vous a plu. Donc si cette vidéo vous a plu, moi ça me ferait vraiment plaisir que bah, vous relayiez sur un Twitter, un LinkedIn, un Facebook ou n'importe quoi en me mentionnant Frédéric Canavet ou Conseil Marketing. Bah, ça me ferait plaisir de voir un peu ce qui se passe et si ça marche vraiment. Voilà. En conclusion, voilà, bah voilà, comme dans les SEO, faire de la vidéo est de plus en plus complexe et nécessite de plus en plus d'expertise. On voit aux États-Unis, le marketing vidéo, bah, c'est un vrai truc. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un marketeur et qui me disait voilà, on est arrivé à un vrai système où en fait, aux États-Unis, il y a certains marketeurs qui emploient des gens rien que pour leurs vidéos. C'est-à-dire que la personne fait une vidéo une fois et après c'est réexploité sur les différents canaux. Ils en font des mini-images avec Crello ou Adobe Spark qui sont dirigés sur les médias sociaux comme Facebook, etc. etc. Il faut vraiment réexploiter les différents formats. Et puis, c'est vraiment important quoi, de se dire qu'on ne va pas faire une vidéo pour un seul format pour YouTube, on va faire pour différents formats. Parce que vu le temps qu'on a mis, bah, autant que ça soit réexploité. Voilà. En même temps, en fait, il y a une complexité qui est vachement plus importante. Là, par exemple, Facebook a annoncé en fait la réalité augmentée. Vous imaginez pas en fait déjà faire de la vidéo, c'est compliqué. Faire du podcast, c'est compliqué. Faire des stories, c'est compliqué. Découper et faire après de la mini vidéo, c'est compliqué. Vous imaginez après si on se commence à se mettre en réalité augmentée, certes, ça va augmenter en fait la viralité du truc et ça va en faire la différence, mais ça va encore faire une barrière plus importante. Il y aura comme ça d'un côté les gens qui sauront le faire qui auront investi au bon moment, qui ont une courbe d'expérience, etc. Puis il y aura les autres. Parce que tout simplement, à un moment donné, il y aura une rupture. Tôt ou tard, il y aura une rupture. Et à ce moment-là, bah, vaut mieux avoir anticipé les choses et être prêt déjà maintenant. Parce que le tournant vidéo est déjà arrivé sur le web. Pour moi, il est déjà là. Mais après, donc, il faut toujours se maintenir au courant et aller bah, tout simplement aux nouvelles technologies, quoi. Il y a une courbe d'apprentissage. Déjà, maîtriser la vidéo normale, la vidéo live, le screencast, la vidéo pro, la vidéo médias sociaux, c'est très différent. Donc mettez-vous maintenant et puis n'hésitez pas après à investir sur d'autres formats comme j'ai la virtuelle et la réalité virtuelle. Je pense qu'on verra un petit peu. Mais déjà, mettez-vous à vidéo live. Déjà, ça serait déjà pas mal. Voilà. Donc si vous voulez voir en fait l'interview en entier de ces 30 influenceurs, bah, vous allez sur popcornvideo.fr. Si cette vidéo vous a plu, et ben tout simplement bah, vous, vous pouvez la partager comme je disais tout à l'heure, bah, ça me fera plaisir. Et si vous voulez encore plus de trucs et astuces pour réussir sur le web, etc., et ben en fait, bah, vous avez mon bouquin, le Growth Hacking, hein, ça coûte 25 €, il y a 4 heures de formation vidéo. Vous allez sur Amazon et vous tapez Growth Hacking. Et si vous voulez devenir vraiment un pro du marketing, ben, vous pouvez vous abonner à la Star Marketing Academy, qui est ma formation continue au web marketing. Tous les mois, en fait, vous avez 1 à 2 heures de trucs et astuces. Ça coûte 25 € par mois. Et là, vous êtes au courant de plein de petits trucs que j'utilise moi au quotidien. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.